Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 août. Étant donné que nous sommes mercredi, nous allons avoir aujourd'hui les stocks de pétrole à 16h30. C'est la raison du titre du jour, l'or noir à l'honneur. En effet, ces dernières séances, les indices sont restés particulièrement haussiers. En Europe, on a vu le CAC casser sa MM200 jours. On a vu le DAX accélérer très nettement au-dessus de son cours d'ouverture annuel à 10 500 points. Néanmoins, le petit recul du pétrole hier en fin de journée a pesé sur les actions du S&P 500 qui a clôturé pratiquement à l'équilibre. Cet après-midi, avec les stocks, le pétrole pourrait soit partir à la hausse et ainsi soutenir le secteur énergétique et tirer les indices encore plus haut. Par contre, on fera attention car si le pétrole devait repartir à la baisse relativement violemment, eh bien cela pourrait peser sur les indices et on pourrait alors assister à une pause dans la hausse. Je ne parle pas de retournement baissier ni de signal baissier, je parle pour l'instant de pause, car ces derniers temps, eh bien, des signaux baissiers, nous n'en avons eu aucun. Bienvenue à tous donc pour cette émission, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir comme tous les matins les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le DAX a cassé sa résistance à 10 480 points que nous avions identifié hier. Il a cassé ce seuil et s'est apprécié de 2,5% jusqu'à 10 700 points. Ce qui fait que le DAX a accéléré très nettement au-dessus de cette zone, eh bien, c'est que les 10 480 points, c'était les plus hauts des 5 derniers mois, et les 10 520 points, c'était les plus hauts annuels, car en effet, le DAX a ouvert en début d'année à 10 520 points, et donc en cassant ce seuil, il est passé au-dessus de son cours d'ouverture annuel. Ça a dû entraîner des programmes d'achat automatique. Et on a également de nombreux stops de protection qui ont dû passer, les stops des vendeurs qui étaient au-dessus de cette fameuse résistance. Et c'est ce qui a expliqué donc ce rattrapage du DAX et cette très forte performance hier. Parallèlement à ça, nouveau record historique du S&P 500 hier à 2187 points. Mais ce dernier termine à l'équilibre à cause notamment du pétrole qui a pesé un petit peu. C'est la raison pour laquelle on regardera bien les mouvements du pétrole cet après-midi. Et puis le CAC 40 a dépassé sa moyenne mobile à 200 séances, les fameux 4445-4450. On devra tout de même confirmer ce dépassement car on avait déjà tenté de dépasser cette moyenne mobile à 200 séances ces derniers mois. On l'avait une fois dépassé en cours de clôture, mais le lendemain, cela ne s'était pas vérifié. Donc, j'attends une bonne confirmation de ce dépassement. Le VIX, le Volatility Index, inscrit un nouveau plus bas annuel à 12,1 points hier. Donc le VIX reste très bas. C'est synonyme d'une complaisance sur les marchés et c'est ce qui explique que les indices restent pour le moment particulièrement haussiers. À noter hier que nous avons eu un reflux du dollar américain. On avait vu dans notre émission d'hier que le dollar américain était sous les plus hauts des dernières séances et qu'il n'arrivait pas à confirmer. Le dollar américain s'est replié nettement hier et aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on a tous les métaux précieux qui sont repartis à la hausse.
L'argent et l'or sont repartis à la hausse, mais le grand gagnant, c'est le palladium qui gagne 5,8% aujourd'hui à 734 $. Ce dernier profite du rebond, du redémarrage des métaux précieux et du repli du dollar américain. Pourquoi est-ce que le palladium monte aussi fort, aussi vite ? Eh bien, tout simplement parce que le palladium et le platinium sont tous les deux beaucoup plus haussiers, beaucoup plus puissants que l'or et l'argent. Je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises et cela se confirme encore une fois ici. Et puis le sucre brut, le sucre brut qui avait redémarré sa tendance haussière ces dernières séances, est venu retester ses plus hauts annuels vers les 21 cents. Pour l'instant, ça ne passe pas. Donc attention à une hypothétique formation en double top sur les cours du sucre. Côté actualité macroéconomique, l'excédent commercial diminue de 21,7 milliards en Allemagne, ce qui confirme la décélération de l'économie. La production industrielle en Grande-Bretagne a enregistré au deuxième trimestre sa plus forte croissance depuis 1999 à plus 2,1%. On verra si ces chiffres de production industrielle restent bons au troisième trimestre et ce malgré le Brexit. Christian Stocker chez Unicredit considère les résultats européens comme favorables, ce qui confirme l'évolution économique solide en Europe. D'ailleurs, cela se voit, environ 77% des sociétés composant l'indice Stoxx 600 ont publié et 61% d'entre elles ont atteint ou dépassé les attentes, donc c'est plutôt bon. Néanmoins, c'est bien moins bon qu'aux États-Unis et c'est ce qui explique que les indices américains sont quand même beaucoup plus forts que les indices européens, car aux États-Unis, 90% des sociétés du S&P 500 ont publié et 77% d'entre elles dépassent les attentes de bénéfices par action et 56% dépassent sur le chiffre d'affaires. Donc en Europe, vous avez près de 2/3 des sociétés qui font mieux que prévu. Aux États-Unis, vous avez plus de 3/4 des sociétés qui font mieux que prévu. Côté entreprise, Airbus se voit acheter 30 hélicoptères pour un montant de 1,07 milliard par le Koweït. Vallourec gagne 7,9% grâce à une recommandation de Morgan Stanley qui passe à surpondéré. Rothschild & Company a vu ses revenus progresser de 15% au premier trimestre qui a été clos fin juin à 390 millions d'euros. Euro-Disney a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 9% à 327 millions d'euros au troisième trimestre qui a été clos fin juin. Euro-Disney a bien évidemment pâti du mauvais temps, des grèves et des attentats. Et puis Eurotunnel voit son service de navette camion enregistrer un nouveau record historique puisque hier, le 9 août, on a eu le passage du millionième camion de l'année et ce millionième camion est passé un mois en avance. Donc de belles perspectives, de très bons chiffres pour le service de navette camion d'Eurotunnel. Et puis côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir que tout comme hier, la volatilité est très faible. On n'a pratiquement aucun titre en hausse ou en baisse de plus de 1%. Dans les hausses, on retrouve de l'automobile et des bancaires et des assureurs, ce qui est plutôt bon signe. Dans les baisses, on retrouve notamment Total qui consolide à cause du repli du pétrole et ArcelorMittal dans les matériaux de base également. Donc voilà, on est toujours dans un marché avec une faible volatilité, pas de grands écarts sur les titres principaux du CAC 40, mais toujours un appétit pour le risque qui se maintient. Côté statistiques passées, la production industrielle française est ressortie à moins 0,8% alors qu'on attendait 0,3%. Les importations allemandes ont progressé de 1%, davantage que les exportations de 0,3% en juin. C'est ce qui explique donc cette baisse de la balance commerciale. Et puis, le déficit budgétaire français est ressorti en juin en hausse de plus de 3 milliards à 61,8 milliards.
Ce jour, principale statistique du jour, à 16h30, les stocks de pétrole, ils sont attendus en baisse de 1,5 million de barils. Faites bien attention, il faudra suivre les stocks de pétrole, mais également les stocks d'essence et de produits distillés. Je publierai cela sur Twitter dès que j'aurai ces informations. Et puis, pour ceux qui tradent le Forex, notez qu'à 23h, nous aurons les taux de la Nouvelle-Zélande et on attend une baisse de taux de 2,25 à 2%. Enfin, pour finir cette présentation, voici un canal détecté sur l'euro-yen en données 4 heures. Donc l'euro-yen est plutôt baissier depuis une semaine, mais ces dernières séances, eh bien, il évolue dans un canal haussier à faible pente. Le canal permet de cadrer la tendance haussière de court terme. Tant qu'on se maintient dans le canal au-dessus des 113 yens, on est susceptible de repartir dans ce canal vers les 114 yens. Par contre, si on vient à casser le bas de canal et à casser les plus bas des derniers chandeliers ici en données 4 heures, ce serait un signal baissier. Une cassure du canal signifierait une reprise potentielle de la tendance de fond qui est ici baissière. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets et comme tous les matins, je vais commencer par les indices US. Le S&P 500 est haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières et en données 4 heures. Il n'y a aucun signal baissier sur le Standard & Poor's pour le moment. C'est la raison pour laquelle ce dernier tient bien ses supports, tient sa tendance haussière et c'est ce qui explique la hausse ces dernières séances en Europe. Tant que le S&P tient les plus bas des dernières séances, les 2178 points, il reste particulièrement haussier et soutenu. Si le S&P venait à casser ce petit seuil de soutien juste dessous, on a la moyenne mobile à 15 séances à 2172 points. Et puis le véritable support journalier de court terme, il est ici à 2158 points. Donc ne comptez pas sur moi pour vous parler de stratégie baissière tant que les 2158 points tiendront. Car tant que ce seuil tiendra, la tendance sera haussière dans toutes les unités de temps journalières, hebdomadaires, mensuelles. Et donc, il n'y a pas de raison de parler de stratégie baissière. Seul petit bémol que j'ai mis en avant lundi et que j'ai remis en avant hier, à 2187-2188, on a une résistance oblique qui passe par les plus hauts récents du mois de juillet et du mois d'août sur le S&P 500. On a ici en bleu une figure d'élargissement. Donc si on a par exemple le pétrole qui venait à rechuter et puis un besoin de consolider sur les indices boursiers, donc on pourrait revenir vers ce support-là. Si par contre les acheteurs tiennent et qu'on vient à casser la figure d'élargissement par le haut, alors on prendra la hauteur de la figure, ici entre la base et la hauteur, ça donne 31 points. Et ces 31 points, on viendrait les reporter à la cassure, ici à 2190, et ça nous donnerait un objectif théorique vers 2220 points. Donc, si on casse les 2178, on devient prudent parce qu'il y a des chances de revenir vers 2172, voire 2158. Seule une cassure des 2158 serait un signal baissier sur les indices US et se répercuterait par un retour de flamme baissier en Europe. En attendant, c'est haussier et si on arrive à casser le haut de la figure ici, on pourrait connaître une nouvelle accélération. On va regarder maintenant les indices européens. Voici le DAX. Donc le DAX, nous avions vu hier qu'il avait ouvert sur les 10 400 points, qu'il avait pris appui sur une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts depuis un an. Le DAX validait donc une cassure de résistance oblique et hier quand on faisait la matinale il était à 10 480 points pile sous sa résistance. Je vous expliquais que si on cassait cette zone de prix là juste au-dessus il y avait les 10 520 points, soit le cours d'ouverture annuel
qu'il faut aller chercher ici le 4 janvier. Et le fait en fait qu'on dépasse et les 10 480 et les 10 520 points hier en séance a provoqué une forte accélération. Il y a eu d'une part des achats, mais d'autre part, je pense, de nombreux rachats de positions vendeuses. En effet, on a dépassé un extrême qui était un plus haut depuis 6 mois. Et donc, le fait de dépasser ce seuil a forcé les vendeurs à sortir de leur position. Et c'est ce qui a engendré une accélération de la hausse. Le prochain objectif technique sur le DAX, tant qu'on est au-dessus des 10 520 points qui font désormais support, ce sont les 10 760 points. C'est le gap annuel. En fait, ça correspond au cours du clôture du 30 décembre. Le 30 décembre, on avait clôturé à 10 760. Le 4 janvier, on avait ouvert à 10 500, 520. Et donc voilà, on a un trou de cotation ici, un gap annuel, et on est en train d'essayer de le combler. Il faudrait que le DAX aille à 10 760 pour le combler. Et puis un autre objectif haussier potentiel, c'est ici vers 10 970, 11 000 points, donc le fameux seuil psychologique des 11 000 points. Comment est-ce que je trouve cet objectif théorique? Eh bien tout simplement, j'ai pris le point bas ici du 11 février, j'ai calculé la hauteur entre le 11 février et le 21 avril, ça donne un mouvement de 1800 points, à peu près de 20% de hausse sur le DAX. J'ai reporté ce mouvement à partir du point bas du Brexit ici à 9172 points. Et en répercutant une hausse théorique de 1800 points, eh bien, ça me donne un objectif théorique à 10 970, 11 000 points. Donc, tant que la tendance haussière perdure sur le DAX, tant qu'il n'y a pas de signal baissier, les objectifs haussiers se trouvent à 10 760 et 11 000 points. Le seul petit bémol, c'est que le DAX vient d'enchaîner une hausse de 1500 points en ligne droite. Quand on regarde l'indicateur du RSI, le Relative Straight Index, qui permet de regarder si un actif est survendu ou suracheté, eh bien, on note que le DAX est en zone de surachat. La dernière fois qu'il a été en zone de surachat, c'était ici à la fin du mois d'avril, avant une correction. La dernière fois qu'il a été ici en surachat en octobre 2015, il a consolidé avant de repartir à la hausse. Donc je ne dis pas que le DAX va se retourner, je ne dis pas qu'on est allé vraiment trop haut, trop vite. Le fait que le RSI soit élevé et soit en surachat nous montre également qu'en plus du surachat, eh bien, la tendance, le mouvement est puissant. En plus de cela, on peut rester en zone de surachat pendant un certain temps. Donc voilà, le fait qu'on soit en surachat, après 1500 points de hausse, eh bien, ça doit vous faire être prudent. Être prudent, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que potentiellement, certains prendront des bénéfices, d'autres remonteront leur stock de protection sur leurs achats, et puis on fera peut-être un peu plus attention sur les achats désormais, puisque on est déjà bien monté, on n'est pas très loin des objectifs théoriques haussiers. Donc voilà, il faut avoir une certaine prudence. Pour ceux qui ont juste ici, ces 3 dernières semaines, acheté tous les replis et profité des mouvements de relance, on pourrait peut-être encore continuer quelques séances, mais attention, plus on va prendre de la hauteur et plus on va arriver sur des seuils d'importance, plus les indices pourraient être surachetés et plus les vendeurs seraient susceptibles de ressortir du bois. Donc bien évidemment, votre serviteur passe sa journée devant les écrans, donc si à un moment donné on devait avoir un signal baissier de court terme sur les US ou sur l'Europe, je serai là pour vous le dire. Pour l'instant, aucun signal baissier que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais voilà. Après une hausse si fulgurante, si puissante que nous avons commenté et suivi jusqu'ici, désormais parce que l'on arrive en situation de surachat et parce qu'on arrive sur des objectifs théoriques d'importance, eh bien je vais être un petit peu plus prudent. Et puis le CAC, pour finir, le voici. Donc le CAC 40, il est un petit peu bloqué par sa bande de Bollinger ici qu'il doit réussir à ouvrir. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il faut confirmer la cassure de la MM200. La raison est simple. Vous voyez ici à la fin du mois de mai, eh bien le CAC était parti très violemment à la hausse. Il était passé au-dessus de sa bande de Bollinger, puis il avait cassé la moyenne mobile à 200 séances le lundi 30 mai.
Or, le lendemain, le 31 mai, les cours sont passés sous la bande de Bollinger et de nouveau sous la MM200. Donc c'était un faux signal, une fausse cassure, et par la suite, on est rapidement reparti à la baisse. Donc voilà, si c'est un bon point qu'on ait clôturé à 4452 hier. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on casse les 4450 et qu'on clôture au-dessus des mêmes 200. C'est ce qu'on a fait, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir confirmer cette cassure, il va falloir rester au-dessus des mêmes 200. Donc à très court terme, les plus bas du jour à 4440, c'est la MM200. Je vais le mettre en support. Tant qu'on est au-dessus, il n'y a aucun souci, la tendance est haussière, on peut continuer de grimper. Par contre, si on devait passer rapidement sous les plus bas du jour, sous les 4440 et donc sous la moyenne mobile à 200 séances, eh bien, je ferai très attention. Et si la hausse devait perdurer, on accélérerait au-dessus des plus hauts d'hier à 4470 points. On pourrait aller chercher les 4500 points du mois de juin, voire les 4530 points du mois de mai. Si on casse les 4440 points, on reviendrait sur les 4400 et la moyenne mobile à 20 séances. Seule une cassure des 4400 points serait un signal journalier et nous ferait devenir plus neutre. Tant qu'on est au-dessus des mêmes 20 jours, la tendance haussière est en place et on peut aller plus haut. Tant qu'on est au-dessus de MM200, on est haussier à très court terme. Donc voilà, vous avez le support journalier, le support très court terme. Tant qu'on n'en casse aucun des deux, les acheteurs gardent la main. Et puis pour finir, on va regarder le Volatility Index. Le Volatility Index a fait un nouveau plus bas annuel hier. Aujourd'hui, il est stable. Le VIX est très bas et quand la volatilité va, tout va. Donc tant que le VIX reste sur cette zone basse, eh bien les marchés seront complaisants et la hausse pourrait perdurer. Je sais que je vous répète tous les jours la même chose, mais je sais aussi que les particuliers ont tendance à se mettre en face des mouvements puissants. On a envie de trouver le point haut, on a envie de jouer une correction, on a envie de penser que les indices vont trop vite et donc devraient baisser. Mais en fait, il faut essayer de voir les choses d'un autre œil. Peu de gens étaient à l'achat, les investisseurs se sont placés après le Brexit. Beaucoup d'entre eux souhaitent encore rentrer parce qu'ils étaient à l'écart des marchés. Et donc, parce qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, parce qu'il y a une faible volatilité et parce que tout le monde veut vendre, eh bien, dans ces cas-là, la tendance peut rester forte et peut continuer de grimper. Souvenez-vous ce que je vous disais, les marchés baissiers naissent dans le pessimisme, comme au Brexit, et les marchés haussiers naissent dans le pessimisme et les marchés baissiers naissent dans l'euphorie. Pour l'instant, je trouve qu'on est haussier, on est optimiste. Si on venait à casser les 2190 et à s'envoler vers les 2220 points, là, on pourrait potentiellement parler d'euphorie sur les indices US. On serait alors sur des beaux objectifs graphiques sur les indices européens, comme les 4500 sur le CAC et les 10 800 sur le DAX, voire les 11 000 points. Et donc, à ce moment-là, on serait sur des objectifs majeurs et je deviendrais non plus prudent, mais tout à fait neutre. Je ne serais plus haussier si on devait aller aussi haut. Donc voilà, c'est haussier jusqu'à nouvel ordre et on suivra le pétrole cet après-midi pour que cela donne le tempo. Sur les actions, on a très peu de fortes baisses ce jour et quand vous regardez en fait les 10 premières baisses du jour, vous vous rendez compte que c'était des titres qui montaient ces dernières séances. Derichebourg était en forte hausse hier, aujourd'hui le titre consolide. Solocal, c'est un petit peu différent, le titre reste sous pression suite à la restructuration de sa dette. SFR a pris 10% hier, le titre en perd 2,5 aujourd'hui. EDF montait ces dernières séances, rebaisse un petit peu aujourd'hui. Eutelsat montait hier, rebaisse aujourd'hui. Pareil pour Valneva. Donc vous voyez qu'en fait les baisses du jour, ce ne sont ni des mauvaises publications, ni de fortes chutes. C'est pour la plupart des titres des consolidations des hausses précédentes. Et quand on regarde les hausses, on retrouve Vallourec qui profite d'une recommandation positive, qui est en train d'essayer de casser sa résistance des 3,77. Si les stocks de pétrole devaient faire monter le pétrole cet après-midi, ce serait encore une bonne nouvelle pour Vallourec et ça permettrait peut-être au titre de casser cette résistance. Par contre, attention, si les stocks font baisser le pétrole et que Vallourec clôture sous cette résistance, eh bien, il n'est pas dit qu'on arrive à continuer de grimper. Si on clôture sous la résistance, on pourrait refluer comme les deux dernières fois.
Selectis continue de grimper. Selectis, c'est une biotech. Le titre était revenu violemment ici avec le Brexit sur un support majeur à 21,80. Et puis, le titre continue de remonter depuis. Après, on retrouve Natixis, et ça c'est une bonne chose. Natixis qui souhaite rattaquer sa résistance des 3,8 euros. Si cette fois elle était dépassée, ça ouvrirait plus de potentiel vers les 4 euros. AXA est également recherché et enregistre un nouveau plus haut depuis 5 semaines, donc c'est le signe que les acheteurs en veulent toujours. On retrouve aussi Crédit Agricole qui regagne du terrain petit à petit. Donc on est bel et bien toujours dans un marché avec une faible volatilité, avec quelques publications qui engendrent de la volatilité ou quelques recommandations comme Valorex ce jour, mais ça reste dans l'ensemble des marchés très calmes. Ensuite, on va jeter un œil sur les matières premières. Donc les pétroles sont un petit peu sous pression. Le pétrole WTI ici, il ne faut pas oublier qu'il a gagné plus de 10% entre ses plus bas et ses plus hauts ici. Il a gagné 12% en l'espace de 4 séances. Il est donc légitime que les cours consolident. On est en train de revenir se poser sur l'ancienne résistance des 42 euros 42 dollars, excusez-moi, qui fait théoriquement support. Si les stocks de pétrole cet après-midi ravivent les espoirs haussiers, on prendrait appui sur 42 dollars, on partirait à la hausse et si on venait à casser les 43,20, on ouvrirait la voie aux 44,50, 45 dollars, soit la borne haute du canal baissier ici qu'on a réussi à réintégrer la semaine dernière. Si par contre les stocks font baisser le pétrole et qu'on casse les 42 dollars, alors on pourrait de nouveau revenir vers les 40,50 dollars, vers la moyenne mobile à 200 séances et la borne basse du canal baissier. Et alors, si on devait baisser, ce serait bien évidemment une raison pour les investisseurs de prendre des bénéfices sur les indices et ça pèserait bien évidemment sur le Standard & Poor's qui casserait peut-être son support de très court terme à 2178 points. Donc on suivra vraiment le pétrole avec attention. Sur le pétrole Brent, c'est exactement la même configuration. 4 séances de hausse, une stabilisation, des prises de bénéfices ce jour en attendant les stocks de cet après-midi. Mais vous voyez qu'il y a encore une marge haussière potentiellement vers 46 dollars et l'oblique baissière ici qui passe par les plus hauts. Donc c'est qui tout double cet après-midi. Si les stocks donc font monter le pétrole, 46 dollars semble un objectif haussier théorique. Si on baisse, on pourrait revenir sur 42 dollars et la moyenne mobile à 200 séances. Quoi d'autre sur les matières premières? Les cours des bovins engraissés continuent leur hausse. C'est vraiment sympa les matières premières dans le sens où quand on attend un signal, lorsqu'il est donné, c'est généralement assez clair. Vous voyez, j'avais écrit une analyse sur les bovins engraissés, je me rappelle plus quand c'était peut-être il y a un mois et demi, et on expliquait dans l'analyse que tant qu'on était sous l'oblique, eh bien, il n'y avait pas de raison de jouer la hausse. Ça a mis le temps, ça a peut-être mis 1 mois ou 2 mois, mais pour ceux qui suivaient les cours des bovins engraissés, eh bien, la semaine dernière, on a cassé la résistance à 143, 144, on a accéléré au-dessus des plus hauts des dernières semaines à 147, et nous voilà à 150. Ça monte gentiment. En tous les cas, c'était un beau signal hebdomadaire donné la semaine dernière, et la hausse perdure encore un petit peu cette semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? Le jus d'orange. Alors le jus d'orange, c'est terrible. Pour ceux qui font de l'analyse technique, c'est ultra compliqué. On a eu des cassures des mêmes 20, pullback sur MM20, reprise de la baisse, recassure de MM20 à la hausse, accélération vers les plus hauts, reclôture sous MM20. C'est absolument horrible. En fait, la tendance est passée de haussière à neutre et cette zone de neutralité est un véritable brouillon. Il n'y a aucun signal qui est propre et qui est respecté. Donc tant que le jus d'orange sera là-dedans, eh bien moi, je n'y vois plus rien. Les cours du riz dont on parlait hier ont touché un support hebdomadaire, un support de long terme. Je vais vous montrer la vue hebdomadaire. Ce sont les plus bas de 2015, les plus bas de début 2016. Et donc là, on est revenu de nouveau sur ce seuil et on a eu une belle réaction haussière. Avant-hier, les cours du riz donc, se sont bien appréciés. Hier, on avait ouvert avec un gap haussier, on est venu le clôturer et puis on reste bien orienté ce jour. Donc, pour le moment, le riz semble avoir marqué un éventuel point bas de moyen terme.
Ensuite, le gaz naturel, il me semble qu'il a plié, effectivement. Le gaz naturel était dans un triangle, il en est sorti par le bas. Ça fait déjà un petit moment que le gaz naturel ne grimpe plus. Vous voyez, ça me fait un peu penser au jus d'orange. Il y a eu une belle phase haussière, et puis une fois que la phase haussière a été terminée, on s'est mis dans une zone neutre assez brouillon. Donc moi, quand on est dans une belle tendance, qu'on a un démarrage haussier, j'aime bien suivre et cadrer la tendance et la suivre tant qu'elle perdure. Par contre, une fois qu'on sort de la tendance, aller savoir si ça va repartir à la hausse ou à la baisse ou rester neutre comme sur le gaz, ça c'est beaucoup moins évident. Donc voilà, là on a eu un signal haussier et une tendance haussière. Là on a potentiellement un signal baissier qui sera à confirmer avec les stocks jeudi. On est sur une zone de support. Si cette zone de support vient à céder, si la zone ici des 2,60 vient à céder, on pourrait avoir une accélération baissière. Si au contraire on tient, on pourrait rester dans une zone de neutralité. Ensuite, quoi d'autre? On a le blé qui s'accroche tant bien que mal toujours à son oblique de soutien de long terme qui passe ici à 400 cents. On a le maïs aussi qui est sur ses plus bas de 2014. Ici, c'est un graphique hebdomadaire. Donc, on est revenu sur un seuil clé. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction par contre haussière suffisante pour parler de redémarrage potentiel. Ensuite, l'or reste ancré dans une tendance haussière. On s'est arrêté à 1330 et on a relancé un peu à la hausse puisque le dollar américain consolide depuis hier. Par contre, est-ce que la hausse va perdurer vers les plus hauts et engendrer un dépassement? Pour ça, pour casser les 1365, il faudrait vraiment, je pense, qu'il y ait de l'aversion au risque, que les indices se retournent et qu'on parte à la baisse avec une accélération de la volatilité. Si tel était le cas, l'or pourrait très vite rejoindre les 1365 et au-dessus de ce seuil aller chercher les 1400 $. Si au contraire, on a de l'appétit pour le risque qui perdure et que le dollar américain qui consolidait depuis 48 heures reprend sa tendance haussière, alors l'or pourrait simplement avoir fait un rebond technique et puis rester neutre, voire continuer de latéraliser, de consolider. Donc, je ne suis pas, je suis pas impressionné par ce redémarrage haussier. Je me demande si c'est qu'un petit rebond technique. Et ça dépendra notamment du dollar et des indices que je suivrai attentivement cet après-midi. Et puis dans les matières premières, les métaux précieux, l'argent profite aussi donc de la baisse du dollar et de la reprise des métaux en général. Et puis le platinium qui est magnifique inscrit un nouveau plus haut annuel et attaque sa résistance. Et le palladium, lui, s'est littéralement envolé. Je vous avais expliqué que platinium et palladium étaient plus haussiers, plus forts, plus en tendance que l'or et l'argent. Et encore une fois, ça se prouve par les performances. L'or prend moins d'1% aujourd'hui, alors que le palladium, lui, gagne 5,6%. Vous pouvez voir qu'on a eu un mouvement haussier très puissant sur le palladium, 4 ou 5 séances de baisse avec une stabilisation ici sur MM20, puis un violent redémarrage haussier dans le sens de la tendance. C'est quand même un bel exemple de tendance haussière avec une reprise violente. Par contre, j'ai toujours tendance à me méfier de ce genre de très puissantes accélérations en fin de tendance haussière. Alors je dis fin de tendance haussière, elle pourrait continuer, mais ce que je veux dire c'est que j'aime bien ce genre de chandelier au démarrage d'une tendance, que cela donne une impulsion et qu'ensuite les acheteurs prennent la main et la maintiennent. Ici, j'ai l'impression que les cours sont montés très vite, qu'on a cassé les plus hauts récents, que les stops ont été déclenchés et donc qu'on a fait une accélération très puissante. Mais ça ne veut pas dire que la hausse va perdurer si facilement. Donc vous voyez, je suis dubitatif sur l'or qui reprend un peu de hauteur mais qui rapidement se retrouverait sous résistance, sur le platine qui continue de grimper mais qui arrive également sur une résistance datant de avril-mai 2015, donc il faut faire attention, et puis sur ce fameux palladium qui ici donc est revenu, oui, vous voyez, il suffit de prendre un peu de recul sur les graphiques passés pour se rendre compte qu'on arrive vraiment dans une zone importante. Alors je vais prendre mon graphique de moyen terme. Voilà, on va éclaircir un petit peu tout ça. Hop là, voilà. Donc 2014, 2015, début 2016, c'était baissier. Ici, il y avait une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts.
Ici, début juillet, on est passé en force, on a accéléré et vous voyez là qu'on arrive sur une zone vraiment d'importance. Ceci, les plus bas de fin 2014, début 2015. Donc voilà, la hausse des métaux, elle est belle, elle profite de la baisse du dollar à court terme, mais attention, l'or, le platine, le palladium, tous sont fortement montés ces 2 dernières séances, plus ou moins, mais ils arrivent sous des niveaux de résistance majeurs. Donc attention, ne pas céder à l'euphorie. On a un fort chandelier haussier ici, mais n'est-il pas le synonyme d'une euphorie? C'est la question que je me pose. Voilà pour les matières premières, et puis on va passer aux devises, et on va regarder justement ce fameux dollar américain. Le fameux dollar américain, il est ici. Le dollar américain a échoué sous résistance hier. Il consolidait de nouveau aujourd'hui. C'est ce qui a permis le rebond sur les paires en dollars et les matières premières, les métaux précieux notamment. Par contre, vous pouvez noter que à moyen terme, on est plutôt neutre. On n'est pas dans une tendance baissière, donc à tout moment, si on avait des bons chiffres américains, on pourrait repartir à la hausse sur le dollar américain. Donc il faut faire attention pour ceux qui sont à l'achat sur les métaux parce que le dollar est en consolidation. Si le dollar à tout moment venait à redémarrer sa tendance haussière, eh bien les métaux repartiraient à la baisse. Donc suivons dans les séances à venir ce que le dollar va faire. Est-ce qu'il va chuter vers les supports encore plus ou est-ce qu'au contraire, dans le sens de sa dynamique de moyen terme et de l'impulsion donnée par le Brexit, est-ce qu'il ne va pas repartir à la hausse? Et lorsqu'on regarde donc les paires en dollars, le dollar, donc comme je vous le disais il y a quelques instants, il baisse depuis 48 heures. C'est ce qui permet aux paires en dollars de reprendre du terrain. Donc l'AUD-USD, qui est la paire la plus forte en dollars, continue de grimper. On a cassé la résistance à 0,7670 et on accélère encore aujourd'hui. Par contre, vous voyez, je deviens prudent parce que oui, l'AUD est la monnaie la plus forte contre le dollar. Oui, on est en tendance haussière de court terme. Mais attention, on a ici une oblique qui passe par tous les plus hauts et qui pourrait bloquer l'AUD vers 0,7720, 0,7730. Et même si on dépassait cette dernière rapidement à 0,78, on a un niveau de résistance majeur qui date du mois d'avril et de juillet 2015. Donc oui, l'AUD est haussier, il est fort, il profite du dollar à la baisse. Mais si à tout moment le dollar devait se réveiller, l'AUD, lui, est proche de résistance et pourrait peut-être y buter. Donc c'est toujours haussier, on est en tendance haussière. Ça ne veut pas dire ni qu'il faut sortir les achats, ni qu'il faut se placer à la vente. Ça veut juste dire que comme sur les indices, il faut savoir faire preuve de prudence. Faire preuve de prudence pour les acheteurs, ça veut dire prendre des bénéfices, tout ou partie des bénéfices, remonter éventuellement des stocks de protection. Voilà, ça c'est des exemples d'idées, de façons de faire en fonction de votre money management. L'euro-dollar, il a rebondi sur sa moyenne mobile à 20 séances. Mais vous voyez, l'euro-dollar, c'est un peu comme l'or. Il était neutre, il était sur support, il s'est repris pendant 48 heures parce que le dollar consolidait. Mais j'ai pas forcément l'impression que c'est le début d'un rallye haussier et qu'on va partir très fort à la hausse. J'ai l'impression que c'est un rebond technique sur support et qu'on est relativement neutre. La livre, c'est la même chose. La livre a cassé un support hier, elle fait un pullback dessus aujourd'hui. Tant que la livre reste sous les 1,3060, elle est baissière. Donc oui, on a une petite réaction ce jour, mais pas de quoi parler de retournement haussier. Et puis le NZD, il reprend des couleurs, il se maintient relativement bien, non loin de ses plus hauts annuels. Attention, ce soir, il pourrait y avoir de la volatilité vers 23 h car la Banque de Nouvelle-Zélande devrait baisser ses taux. Alors attention, parce que si vous voyez le NZD monter ces dernières séances alors qu'une baisse des taux est prévue ce soir, c'est que les investisseurs savent que la baisse de taux sera faite et qu'elle sera effective. Et en fait, cette baisse de taux est peut-être déjà pricée par les opérateurs. Donc pour ceux qui vendraient le NZD en s'attendant à ce que le NZD baisse automatiquement parce que les taux seraient éventuellement baissés ce soir, attention, tout le monde sait que les taux ont une grande chance d'être baissés. Donc si on continue de grimper alors que les taux vont être baissés, c'est peut-être que les investisseurs prennent cela en considération, mais se maintiennent tout de même à l'achat. Donc il n'est pas certain que le NZD baisse si baisse de taux il y a.
Et puis l'USD Yen, le voici, l'USD Yen a échoué sous les 102,70. On revient vers les supports. Il faudrait absolument que ici on tienne les plus bas. Donc vous voyez, l'USD Yen, c'est un petit peu représentatif aussi de ce qu'on a vu sur le dollar américain. Le dollar américain, il avait bien rebondi ces dernières séances. Depuis 48 heures, il baisse. Il faut absolument qu'on tienne le support ici pour repartir à la hausse, pour que le dollar reste haussier, pour que les indices restent bien orientés. Si au contraire on venait à casser les 100,80, soit les plus bas depuis 8 jours, et l'oblique haussière qui passe par tous les plus bas, là il pourrait y avoir accélération baissière et danger. Cela signifierait que le yen se reprend, qu'il y a de l'aversion au risque et que le dollar repart à la baisse, auquel cas les métaux précieux en profiteraient doublement. Donc voilà, il faudra suivre cela dans les séances à venir. On va suivre cet après-midi le pétrole qui aura une belle influence sur les indices. Et puis concernant le forex et les matières premières, tout dépendra grandement du dollar américain. Donc il faudra suivre le dollar index et l'USD Yen pour voir si les supports tiennent et que le dollar relance à la hausse ou si au contraire il enfonce encore plus bas. Stéphane me dit bonjour, pour les matières premières, y a-t-il d'autres indicateurs que le dollar index ? Alors bien évidemment, Stéphane, les matières premières sont dénominées en dollars, donc le dollar a une très forte importance. Après, pour chacune des matières premières, vous pouvez suivre les stocks qui sont publiés en données hebdomadaires ou en données mensuelles. Sur l'or, vous pouvez aussi suivre les achats des banques centrales. Sur les métaux précieux, vous pouvez suivre les achats faits par la Chine. Donc vous avez les stocks qui vous aident à moyen terme et vous avez le dollar qui vous donne des impulsions à court terme. Eh bien écoutez, je n'avais pas vu l'heure, il est déjà 10h40, je vais aller me préparer pour passer sur BFM à 10h55. On est toujours bien orienté, le CAC est au-dessus de sa MM200, le S&P au-dessus de son support, le DAX se stabilise. Vous voyez que le DAX baisse très peu alors que hier il a pris 2,5%, donc pour l'instant les marchés restent bien soutenus. Vous avez des supports, ils sont très proches des cours actuels, donc si et seulement si on vient à casser ces supports, les acheteurs perdent la main à très court terme et on irait peut-être vers les supports journaliers. Mais tant qu'on est au-dessus, c'est haussier, point à la ligne. Voilà. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon trading, une bonne séance, ensoleillée, je l'espère, pour tout le monde. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Je vous retrouve demain à 10h pour la matinale. Et puis, je vous invite à aller lire l'analyse que j'ai écrite et publiée hier sur le DAX. Et c'est une analyse de moyen-long terme. Comme ça, vous comprendrez un petit peu plus pourquoi je suis haussier à court terme, mais je vais devenir de plus en plus prudent à moyen terme. Voilà, je vous laisse donc avec les marchés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.